Il est 7h, vous êtes sur Zik FM et Sen TV. Un plaisir de vous retrouver dans ce journal. Rebonjour mon Bengaï. Rebonjour Yacine. Si c'est bon, nous retrouvons l'équipe Trafic Néo, c'est tout de suite. Allez, nous allons certainement les retrouver tout à l'heure. Ce sera juste après le journal. L'actualité sur Zik FM et Sen TV que nous démarrons avec, bien sûr, ce massacre de Boffa-Bayotte. René Capain-Bassène, présumé commanditaire, et ses co-détenus entament ce mercredi une grève de la faim illimitée pour exiger la tenue de leur procès. Il s'agit justement de 25 détenus inculpés dans le massacre de Boffa-Bayotte. Après plus de 3 ans en détention provisoire et le rejet de leur demande de mise à liberté provisoire, ils ont décidé de jouer le tout pour sortir de cette longue détention. Les explications d'Abdourahmane Diallo, notre correspondant à Ziguinchor. Arrêté dans le cadre de l'enquête judiciaire sur le carnage de Boffa-Bayotte survenu le 6 janvier 2018, le journaliste René Capain-Bassène, le chargé de mission du mouvement des forces démocratiques de Casamance, Omar Ampouy-Boudian et compagnie, entament une nouvelle grève de la faim ce mercredi à la maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor. Il s'agit pour ces détenus de dénoncer non seulement leurs mauvaises conditions de détention, mais surtout réclamer l'ouverture d'un procès. Au mois d'avril dernier, ces 24 détenus avaient observé une grève de la faim pendant au moins 48 heures avant d'en être dissuadés par les autorités. Pour cette fois, la situation risque d'être très compliquée pour ces détenus qui ne comptent plus se laisser berner par quiconque. La grève sera illimitée selon une source bien informée. Ce combat se fera également à l'extérieur de la maison d'arrêt de correction de Ziguinchor. En effet, les familles des détenus engagent elles aussi la lutte. Ce mercredi, elles font face d'ailleurs à la presse à Toubacouta, ce village où habitent la plupart des détenus. Il faut surtout rappeler que dans ce dossier, les avocats des détenus ont toujours vu leur demande de liberté provisoire pour leurs clients rejetée par la justice. Le dernier rejet leur a été notifié en début de ce mois de juin par le magistrat instructeur qui a jugé l'affaire extrêmement grave pour remettre en liberté les 24 détenus. Et nous parlons de la plainte de Madiambal Diagne. Le ministre de la Justice donne son feu vert à ce dernier qui compte poursuivre le président de l'Union des magistrats du Sénégal. Alors, Maître Malick Sall, en réponse à la lettre du président du groupe de presse Avenir Communication, a adressé au procureur général près la Cour suprême une correspondance dans laquelle il autorise le traitement de la plainte de Madiambal Diagne. Ce dernier condamné lourdement pour diffamation suite à la plainte de Souleymane Teliko. Khady Chamtal nous en dit plus. Madiambal Diagne obtient l'autorisation du ministre de la Justice pour poursuivre le juge Souleymane Teliko pour diffamation, cela après avoir été condamné pour le même délit. Les poursuites contre le président de l'UMS peuvent donc être lancées si l'on se réfère à l'article 25 de la loi organique 2017 du 17 janvier 2017 portant statut des magistrats. Cette loi qui stipule que ces derniers ne peuvent être poursuivis que sur autorisation du ministre de la Justice. Rappelons que le président du groupe Avenir Communication reproche au juge Teliko d'avoir porté atteinte à son honneur en déclarant qu'il a une affaire de viol sur le dos. Une affirmation faite par le juge Teliko le 3 juin dernier au cours du procès qui l'opposait aux journalistes. Rappelons aussi que ce dernier avait déclaré que le président de l'UMS avait touché des frais de mission dans le cadre de l'affaire Habré et a été condamné à 3 mois de prison ferme, de payer une amende de 500 000 francs, mais aussi de verser 5 millions de nos francs de dommages et intérêts au juge Teliko. Et la réaction du président du groupe de presse Avenir Communication, Madiambal Diagne, salue la décision prise par le ministre de la Justice. Il estime qu'il lui donne donc l'occasion de tirer au clair cette accusation de viol portée contre lui par le président de l'UMS. Nous l'écoutons. Oui, il faut dire que j'avais saisi le ministre de la Justice depuis le 7 juin dernier pour demander l'autorisation de poursuivre devant la Chambre criminelle de la Cour suprême le magistrat Souleymane Teliko, parce que la loi organique portant statut des magistrats indique qu'il faudrait préalablement une autorisation du ministre de la Justice pour pouvoir déclencher des poursuites pénales contre un magistrat. Or, tout le monde sait que Souleymane Teliko a eu à élever la voix au cours d'un procès qui nous avait opposé. Toujours dans l'actualité judiciaire, Souleymane Sidi Seck, sous mandat de dépôt depuis lundi, a bénéficié hier
d'un retour de parquet. Il s'agit du fils du journaliste Cheikh Yérim Seck, accusé de viol par une fille de son lycée. Il est également poursuivi pour détournement de mineurs et collecte illicite de données. C'est ce que nous dit Alioune Badara Sonko, notre correspondant à Mbour. Les choses se compliquent davantage pour Souleymane Sidi Seck. Il a été placé sous mandat de dépôt ce mardi. Le fils du journaliste Cheikh Yérim Seck est accusé de viol, détournement de mineurs et collecte illicite de données. Il avait été arrêté ce lundi avant de faire l'objet d'un retour de parquet. Souleymane Sidi Seck aurait abusé d'une fille de 15 ans nommée Louise. Des organisations féminines ont aussitôt élevé la voix pour réclamer justice. En tout cas, le fils du célèbre journaliste Cheikh Yérim Seck risque gros si les accusations qui pèsent sur lui sont avérées. En effet, le viol est maintenant criminalisé au Sénégal. Et puis parlons du président Macky Sall qui a été à Thiès pour inaugurer l'Institut d'enseignement supérieur, un joyau qui ne dispose pour l'instant de logement pour les étudiants, encore moins de restaurants. La première visite du chef de l'État à Thiès depuis son rapprochement avec Idrissa Seck, qui revêt également d'un caractère politique. Sur place, donc, une guerre des pancartes. Le pari de la mobilisation réussi. Nanko Bakayoko pour plus de détails. Après Diamniadio, le chef de l'État a inauguré l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès. Ces structures devront répondre aux impératifs de professionnalisation et aux capacités entrepreneuriales des apprenants. Si nous voulons aller de l'avant dans la transformation structurelle de notre économie, mettre en valeur nos produits agricoles, de la pêche, de l'élevage et de l'artisanat, pleinement tirer avantage de l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières, il n'y a pas d'autre choix à faire que celui de la formation de ressources humaines de qualité, en nombre suffisant, prêtes pour l'emploi et pour l'entrepreneuriat. Après des problèmes de logement et de restauration évoqués par les étudiants, le chef de l'État annonce la fin de ces soucis. Je décide que nous octroyerons une bourse à chaque apprenant ou chaque apprenante de l'ISEP. Faciliter le transport et la restauration dans ces ISEP. Une ville, un ISEP, c'est l'autre promesse du président de la République accueillie en grande pompe à Thiès. Et revenons sur le rapport de la mission d'information parlementaire sur les inondations. 11 recommandations ont été faites pour une meilleure gestion. Des recommandations d'ailleurs sur lesquelles revient Fatoula Mbeidjo. Pour parer à d'éventuelles inondations, il faut anticiper. Et c'est dans cette logique que la mission d'information parlementaire sur le dossier des inondations a recommandé le renforcement de capacité de la prévision de l'ANACIM. Parmi les 11 recommandations de la mission figure l'actualisation du programme décennal de lutte contre les inondations qui devrait impliquer les collectivités territoriales et tous les autres acteurs. Les députés ont émis le vœu de doter de toutes les communes des plans d'urbanisme et des plans directeur d'assainissement. La restructuration, le relogement, un volet important dans la lutte contre les inondations. La maintenance des ouvrages tant décriée par les membres de la mission qui préconise la désignation d'acteurs pour cette maintenance. Une autre recommandation, la définition de l'ancrage de gouvernance de la lutte contre les inondations, le fonctionnement de l'ONAS et la dernière recommandation tourne autour du contrôle contre l'occupation anarchique des bas-fonds, des lacs et des voies d'eau. Ainsi, ces recommandations ont été adressées aux 8 ministères concernés. Et le président du mouvement Zéro Inondation doute justement du taux d'exécution des ouvrages de 66,65%. Abdou Samad Diop estime qu'il est disproportionné en montant donc dépensé 511 milliards de nos francs. Il dénonce également l'absence du point de vue des acteurs à la base dont le rapport présenté hier. Suivons donc sa réaction. Et moi, je ne suis pas d'accord avec le rapport des députés. Parce qu'on nous parle de taux d'exécution à 66%. Et l'État a dépensé plus de 511 milliards pour le programme décennal sur les 750 milliards. Donc nous, on attendait à ce qu'on nous parle de 86% sur les 511 milliards. Parce que ils ont laissé les vrais acteurs qui connaissent mieux le terrain que les députés. Moi, je ne peux pas comprendre des députés qui descendent sur le terrain sans impliquer les vrais acteurs qui sont toujours avec les populations, qui connaissent mieux le terrain que eux. En tout cas, pour moi, c'est du blabla.
blabla. Pour moi, c'est du Nahembaï. En tout cas, l'État doit encore revoir les choses parce que les familles souffrent terriblement à cause des inondations. Parlons de pêche à présent avec la suspension des accords de pêche entre le Sénégal et la Gambie, votés lundi dernier par l'Assemblée nationale gambienne. Des accords qui datent de 2017 et qui, selon les autorités gambiennes, n'ont produit que 80 millions des recettes. Une belle leçon de souveraineté, réagit le coordinateur du comité du dialogue national pêche-aquaculture. Mamadou Diop-Thioune, joint au téléphone, estime que la Gambie a pris une bonne décision. Suivons sa réaction. Que la Gambie aujourd'hui donne un bon exemple de gestion des ressources dans la durabilité. Et ça rend aujourd'hui en adéquation avec les directives volontaires de préserver les ressources pour une consommation nationale, pour une économie nationale. Rien aujourd'hui ne peut justifier qu'un peuple gambien soit aujourd'hui sous contrôle de ces produits, là où il peut gagner 50 fois ce qu'il perçoit actuellement comme 80 millions. Alors ça n'affecte pas la pêche artisanale, parce que nous sommes moins fréquents. Et si ça devait affecter la pêche industrielle, il faudrait qu'on fasse l'état des lieux de quel navire il s'agit. Est-ce que c'est des navires sénégalais? Je ne crois pas, parce que nous n'avons pas une fraude nationale. C'est des étrangers basés au Sénégal qui pêchent en Gambie et qui débarquent au Sénégal. Au quai de Soumbédioune, les pêcheurs sont surpris par cette nouvelle, une décision qu'ils apprécient différemment. D'aucuns pensent que cette suspension des accords n'arrange pas les deux pays. Pour d'autres, le problème du Sénégal et le pillage des ressources. Leur réaction dans ce reportage que nous propose Safietou Bandiaï. Quai de pêche de Soumbédioune, plusieurs pirogues sont déjà à quai au moment où ce pêcheur s'apprête à plonger. Lui, comme ses autres camarades pêcheurs, n'ont jamais eu écho d'une quelconque information concernant l'annulation des accords de pêche entre le Sénégal et la Gambie. Une décision qui, selon ce pêcheur, n'arrange aucune des deux parties. Il appelle les autorités à privilégier le dialogue pour l'intérêt de tous. Ça va nous porter préjudice, c'est clair. Ils viennent ici pour pêcher et nous aussi nous partons là-bas pour pêcher. Donc les deux parties vont en souffrir. Surtout qu'on n'a plus de poissons ici au Sénégal. Cet homme a une autre vision de la chose, c'est que aussi les Sénégalais ont une sale façon de pêcher. C'est clair que les autres pays n'accepteront jamais notre manière de pêcher. Ces pêcheurs qui disent avoir du mal à comprendre l'octroi des licences de pêche sénégalaises aux bateaux étrangers appellent les autorités sénégalaises à privilégier les intérêts des pêcheurs sénégalais. Jami Kaolack, c'est l'appellation de la plateforme lancée par Fadel Barro du mouvement Y en a marre hier à son domicile à Kaolack. Une plateforme qui sera un cadre permettant aux Kaolackois de s'exprimer et de participer au développement social, politique et même économique de la zone. Nous y reviendrons tout à l'heure en Wolof avec Mombay Jaya. La commune de Kaolack également va mal selon Abdoulaye Khouma, responsable du parti au pouvoir qui, malgré la volonté du président Macky Sall d'aller sous une liste unique de Benno Bokk Yakaar au local, décide de briguer la municipalité de Kaolack. À son avis, donc au regard du système d'assainissement qu'il juge défaillant,